Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire Made in France, pardon j'ai été un peu vite, Made in France, l'émission qui réveille les cœurs. Ce soir nous allons recevoir Lamine Camara qui est réalisateur, scénariste, mais va nous dire tout ça. Lamine Camara, bonsoir. Bonsoir, Cli. Alors Lamine, vous allez bien? Ça va. Voilà. Alors Merci. on va parler un peu de vous, donc qui est au début Lamine Camara? L'ami Camara, c'est une personne qui est un petit peu... comment dire, c'est un peu difficile de parler Bien de soi. sûr, c'est toujours difficile. Mais c'est pour ça que j'ai pas prévu, c'est pour ça que je dis aux gens, c'est le concept de l'émission. Mais dites-nous, vous avez grandi où? Vous êtes né où? Vous êtes de quelle origine? Voilà, c'est... Ouais, l'ami Camara, je suis réalisateur, hein. Je suis scénariste, monteur, je suis né à Bordeaux. Voilà, j'ai 38 ans. Né à Bordeaux et vous êtes de quelle origine, Lamine? Je suis origine de la Guinée. Mes parents d'accord. sont de la Guinée-Conakry. Mhm. Donc voilà, je fais de la vidéo, ça fait 17 ans. Voilà. Alors, vous avez grandi à Champigny? À Champigny, Voilà. ouais, dans Donc vous êtes quartier. un jeune de Champigny, du Guadalajara. On peut dire, parce qu'après je vois que vous avez un t-shirt GT94, on peut dire que vous êtes un jeune des quartiers populaires. Je suis un jeune des quartiers populaires, hein. J'ai grandi là-bas depuis, ça fait 30 ans. Hein. Donc, Alors, vous avez des t-shirts, après, vous avez un t-shirt où il y a marqué GT en 94, ça veut dire quoi GT? Parce que vous avez aussi montré un autre t-shirt, là je vois qu'il y a un autre des polos si vous faites, ouais. ça veut dire quoi GT? En fait, ça veut dire ghetto tentation. Voilà, pourquoi on est tenté d'aimer nos quartiers, pourquoi on est tenté d'aimer aussi bien le ghetto, donc toutes les tentations qu'on peut avoir dans les quartiers populaires. Donc j'ai voulu un petit peu soulever un petit peu ce sujet, mais par la tentation, parce qu'avant tout, on est tenté de faire une action. Vous voulez le rendre plutôt positif, c'est-à-dire la tentation, l'envie de construire. Voilà. Vous avez envie de faire, quoi. Vous avez envie de dire aimer ces quartiers, quoi. C'est pas, contrairement, vous voulez les appeler ghettos, mais c'est pas des ghettos, c'est des quartiers où tout est possible, c'est ça que vous voulez passer? Désenclaver, c'est de sortir de ça, c'est justement jouer avec ce mot. C'est de pouvoir y mettre des images, y mettre des mots. Donc voilà, c'est aussi de parler de mon parcours. Parce que j'ai aussi mon parcours. Et j'ai grandi là-dedans, donc j'avais envie de transmettre aussi tout ce que j'ai appris, hein, parce qu'on y apprend aussi des choses dans les quartiers. Donc voilà, à travers ces deux mots que j'ai réunis, ghetto, tentation, donc j'en ai fait une marque. Et j'essaie de l'accroître, j'essaie d'en faire aussi un label, parce que j'ai aussi la motivation de vouloir produire aussi des artistes. Bon, je dis pas trop, parce que je suis en train de construire, faire gonfler un peu cette marque. Essayer d'expliquer le fond de cette marque, hein, et le pourquoi. C'est aussi pour financer aussi ma structure, parce que j'ai une association. Vous allez nous en parler, parce que c'est vrai que les gens ne vous connaissent pas, mais Lamine, là c'est le début, il faut vous détendre le truc, mais vous faites beaucoup de choses, vous êtes quelqu'un de créatif, hein, parce que moi j'ai regardé, vous êtes quelqu'un de créatif, vous êtes assez fier de partager ce que vous avez vécu, vous reniez pas vos origines, vos difficultés, et donc vous avez fait des études, vous avez fait quoi? Alors racontez-nous un peu cette genèse, parce que vous dites je renie pas, cette genèse et tout ça. Mon parcours, c'est un parcours, on va dire un peu en scoliose. Voilà, en dents de scie. En dents de scie, on va dire, hein, comme beaucoup de jeunes issus des quartiers qui, au début, on n'arrive pas à prendre le bon chemin, on cherche, à savoir quel est le chemin. On n'a pas de boussole. On n'a pas de boussole, voilà. On est un peu avec un bateau en pleine mer, et pour trouver son chemin, des fois, c'est un peu difficile. Donc, surtout parfois, c'est la tempête, souvent pour nous. Souvent, c'est la tempête avec la pluie, mais parfois, c'est la calmie, c'est le soleil, et c'est ce qu'on essaie de chercher aussi dans le parcours. Et c'est ce que j'ai essayé de chercher, c'est de renverser un petit peu cette image négative. Parce que c'est vrai que, dans une société où il y a plein de préjugés, plein de stéréotypes, donc j'ai voulu casser tout ça, j'ai envie d'en parler. Quand vous dites que je suis fier de parler de ce que je fais, de le montrer, de le partager, c'est vrai. C'est pour montrer et pour dire aussi aux autres que on peut. C'est pas parce qu'on vient des quartiers populaires, c'est pas parce qu'on vient d'une cité qui est discriminée ou qui est mise au fer rouge qu'on peut pas faire comme monsieur tout le monde, quoi. Et c'était aussi de dire qu'il n'y a pas que la musique, qu'il y a aussi d'autres portes, il y a d'autres chemins qu'on peut emprunter, que je sais que beaucoup de jeunes et beaucoup de personnes empruntent en fait. Et j'ai voulu le faire à fond. Voilà, j'ai voulu le faire à fond, j'ai voulu montrer qu'on est dans un pays où on peut en vrai.
On peut. Alors, comment vous est venue l'idée d'être réalisateur? Parce que c'est vrai que vous êtes plus à l'aise derrière la caméra que devant, mais comment vous est venue l'idée d'être réalisateur, scénariste? Parce que vous n'avez pas fait d'études pour ça, vous n'avez pas fait les grandes écoles. J'ai commencé, en fait, si vous voulez, j'ai commencé comme toute personne. Comme j'ai déjà dit, c'est venu comme ça. J'étais en vacances, parce que si vous voulez, j'ai fait un chantier d'insertion. Mais dans ce chantier-là, je faisais du théâtre et je faisais du décor. Mais ça me plaisait pas trop. Donc je me suis initié à la caméra. Donc j'ai commencé à jouer un petit peu avec, à filmer un petit peu les vacances. Et au début c'était comme ça. Et puis c'est devenu petit à petit un peu un hobby. Et petit à petit, de fil en aiguille, j'ai commencé à vouloir aller un peu plus loin, à développer un petit peu comment vraiment on fait un cadrage, comment on fait du montage. Et de là, je me suis enfermé. Et j'ai commencé à découvrir un petit peu cet univers. Et puis après... Tout seul? Ouais, tout seul, autodidacte au début. Et puis après, j'ai intégré une école de montage au Gobelin, qui se trouve à Place d'Italie, que d'ailleurs je remercie d'ailleurs parce que franchement j'ai appris beaucoup de choses. Et après j'ai fait une école d'effets spéciaux pour apprendre à faire des effets spéciaux avec After Effects. Et j'ai fait une école de scénariste pour apprendre l'écriture, parce que j'aimais écrire. Je voyais que j'avais une histoire. Je vois que j'aimais bien raconter des histoires. C'était un peu... je le faisais spontanément comme ça, mais je voyais qu'il me manquait des bases. Donc j'ai voulu un peu approfondir un peu plus l'écriture. Donc voilà, je me suis spécialisé aussi dans ça. Donc j'ai fait une école qui est à Montreuil, qui s'appelle le CIFAP, que je recommande aux gens. Une très bonne école. Donc c'est là que ça a commencé, et c'est là que j'ai continué après à... C'était pas dur parce que il faut des moyens. Est-ce que vous avez les moyens de payer? Parce que les écoles, je pense qu'elles sont payantes, non? J'ai rencontré une dame aussi qui m'a aidé quand j'avais 20 ans. Ah, c'est la chance des rencontres, parce que c'est important de le dire. Souvent dans les quartiers, une rencontre, c'est bien de le dire parce que, Lamine, est-ce qu'une rencontre peut tout changer dans la vie de quelqu'un? Ouais, une seule rencontre peut changer. C'est pas plusieurs personnes, c'est juste une rencontre peut... en tout cas nous faire avancer sur plusieurs mètres par rapport à sa vie en tout cas. Et en tout cas, pour être encore plus précis, on peut carrément tout chambouler en tout cas. Une personne peut tout chambouler et arriver à faire ce travail. À faire ce travail sur soi et à pouvoir donner des codes et des clés pour qu'on puisse, dans le temps, s'en servir. Donc cette personne vous a amené à prendre confiance en vous, à croire en vos rêves? Ouais, vraiment. J'avais déjà confiance en moi, mais parce que j'étais déjà dans l'artistique, j'avais déjà un groupe de rap à l'époque qui fonctionnait bien, mais il me manquait des méthodes, il me manquait de la technique, il me manquait de la rigueur dans mon travail. Donc c'est ce qu'elle m'a apporté. Et puis la confiance en soi et puis dépasser les peurs. De l'échec, quoi. C'est bien que vous disiez parler des peurs, parce que souvent on a l'impression, et on ne le dit pas assez, que les jeunes des quartiers populaires, ou entre guillemets comme du gâteaux, c'est pas stigmatisant comme d'autres l'utilisent, mais de ces quartiers, où malheureusement, parce qu'ils sont structurés de telle façon qu'ils sont repliés sur eux-mêmes de fait, c'est-à-dire que la géographie, la structure urbaine les replie, c'est pas les gens qui se replient, et les gens pensent que les gens n'ont pas peur, alors qu'en réalité, justement, il y a la peur de sortir de ces quartiers aussi. Clair. Non? Il y a la peur de sortir de ce quartier parce qu'il y a la peur de sortir de sa zone de confort. Voilà, de l'inconnu. Voilà, donc le fait d'être plus dans sa zone de confort crée justement une peur de se dire je vais me retrouver avec des gens que je connais pas. Donc les gens ils ont tendance à se replier sur eux-mêmes et à pas vouloir aller vers les autres parce que justement il faut faire ce travail aussi, il faut changer. Parce que pour pouvoir être accepté des autres, il faut aussi être dans un climat à peu près, on va dire, au même niveau que les autres. Donc il y a aussi cette peur-là, ce travail est long. C'est-à-dire qu'on perd des choses et on en gagne d'autres. Donc c'est ça aussi qui fait peur. Parce que changer sa façon d'être, ça veut dire qu'il faut laisser sa façon comme elle est actuelle. Et des fois, c'est des mécanismes pour se protéger, pour se défendre. Donc on est violent, on est méchant, on est ceci, c'est parce que c'est pour se défendre en vrai. Et c'est cette peur-là que les gens ils ont peur Oui, c'est une façon, comme vous dites, de se protéger en réalité. Les gens se protègent parce que c'est vrai que quand on arrive dans ces milieux-là, au début, ça doit être un nouvel univers parce que les gens ont de la culture, ils en parlent. On a des complexes quand même, non? C'est pas facile. Ils ont confiance en eux. En fait, ils ont confiance en eux, les gens qui ont de la culture.
c'est pas ils s'autosuffisent, mais ils dégagent enfin ils émanent une énergie qui font que quelque part ils n'ont pas besoin des autres pour exister. Et ils dépendent enfin un peu d'eux-mêmes. Donc est-ce que c'est ce qu'il n'y a pas des fois dans les quartiers par la représentation du nombre, d'être beaucoup, d'être habillés de la même façon, on est plus fort à plusieurs. Donc. Oui, c'est ça. Parce qu'en vérité, comme vous avez fait des choix, quand on fait un choix, on s'ampute un peu. Ouais. Parce que choisir, c'est pas prendre le truc. Donc on perd des choses, comme vous dites. Mais il faut accepter de les perdre pour en gagner, c'est ça? En gagner d'autres. On perd des amis, on perd des fréquentations, on perd... parce que, concrètement, moi, pendant les années où j'allais à l'école, toutes les années que j'ai sacrifiées, quand j'allais pas en vacances, c'est ça que j'ai dit à mes amis. Ils me disent, ouais, mais toi, tu as de la chance, tu fais ce que tu aimes aujourd'hui. Mais moi, je le vis pas comme une chance. Je le vis comme un sacrifice. J'ai sacrifié mon temps. C'est-à-dire que moi, à partir d'un moment, si j'ai voulu en tout cas que ça puisse plaire, comme ça a pu vous plaire, en regardant mon travail, c'est que je me suis sacrifié aussi. J'ai laissé beaucoup de mon temps. Donc, pendant que les gens allaient en vacances et tout ça, ben moi je travaillais. Mais je sais que la vie, j'ai suivi, je ne pas dire autant, les gens ne te connaissent pas, mais tu es un passionné, tu as envie de faire ça, t'aimes, ça te tous les jours là-dessus, quoi. Quand je commence à faire du montage ou à me dire je vais faire une réalisation, à chaque projet, c'est nouveau. Je veux dire, c'est comme un plat. Je veux dire, je peux pas me rassasier. On peut pas se rassasier de la nourriture. On a besoin de manger tous les jours. Donc, tu as besoin de créer tous les jours et de faire des films et de monter des choses. À partir du moment où je suis sur une création et qu'elle est terminée, ça, il faut que, dès qu'elle est finie, je ne peux plus rester sur ça. Il faut que je passe à autre chose. Les gens ils peuvent retrouver des créations que tu as faites sur des sites, tout ça. Ouais, il faut chercher Lamine Camara, il faut chercher. Dis-nous ce que tu as fait, les choses un peu, quelques trucs. J'ai fait, par exemple, le court-métrage que j'ai fait un court-métrage qui me tient à cœur parce que je l'ai écrit en 3 heures et je l'ai réalisé en 8 heures. Donc c'était un challenge parce que j'avais envie de cracher quelque chose sur le papier, j'avais envie de réaliser un truc qui me tenait à cœur. Et je voulais pas faire un film sensationnel sur la banlieue parce que je pourrais faire un truc très sensationnel, je le sais, mais je voulais faire un truc que c'est pas trop mon univers. Pour mon premier truc, c'est pas normalement on devrait plutôt faire quelque chose sur lequel on est le plus à l'aise, mais j'ai voulu et j'ai fait aussi un. Tu aimes, alors on va parler dans le nom du commentaire, je crois que je le retrouve. Puis j'ai fait aussi un reportage sur la résilience, voilà, sur l'exil, qui m'a touché. Mais c'est quelque chose de fort, la résilience, parce qu'on va en parler, justement, ça t'a touché, je sais. Et toi, Lamine, quand tu aimes te mettre en danger, j'ai l'impression. Tu aimes te remettre en cause, te mettre en danger, aller sur des choses qui sont pas, où tu vas découvrir en même temps que tu fais. En fait, si tu veux, il y a plusieurs aspects. On a plusieurs carapaces. C'est pas j'aime me mettre en danger. C'est qu'il y a des choses c'est viscéral. C'est en moi. C'est dans mon ADN. C'est construit comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je supporte pas. C'est-à-dire que je supporte pas un peu l'injustice. Je sais pas pourquoi. Je pourrais te le dire, mais. Oui, je sais, c'est ton histoire. Parce que tu as parlé de ton enfance, de la justice que tu as vécue, parce que quand on est enfant aussi, les gens oublient que si on s'est fait une carapace, c'est parce qu'on a vécu de la justice, qu'on a subi des humiliations, on a subi des brimades, parce que les gens oublient ça quand même. On oublie. Ils ne se rendent pas compte ce que c'est d'être un enfant déraciné, avec des parents. Parfois, nos parents, ils n'avaient pas été à l'école, donc du coup, ils essaient de nous élever comme ils peuvent, sauf qu'au pays d'origine, c'est la famille globalement qui éduque l'enfant. Là, c'est pas le cas. Quand on est dehors, on est livré à soi-même, quoi. C'est clair, c'est ça, on est livré à soi-même. Puis quand on a des parents, puisqu'ils savent pas, comme tu as dit, savent pas lire et écrire, il y a un père qui est absent, moi j'avais besoin de lui, je comprends pas trop, je suis mineur. Et il travaillait peut-être aussi, c'est ça le truc, il travaillait beaucoup peut-être le pauvre. Il travaillait, mais il travaillait beaucoup, mais il est parti, ça veut dire il y a une séparation dans la famille qui arrive pas trop chez les Africains en fait. Oui. Moi, ça m'a perturbé, donc il y avait tout ça à gérer. J'étais un garçon, j'étais le premier. Ouais, c'est pas facile. C'est pour ça que je dis qu'effectivement, tout ça, ça a marqué ta façon de voir les choses et de faire. Sur les gens, quand on connaît pas ça, on peut pas comprendre qui est Lamine Camara, je pense. On peut pas comprendre. On pourrait croire que je suis. Que j'aime me mettre en danger, je fais un travail, mais d'un autre côté, j'ai un discours qui fait qu'il est pas. Qui va pas m'aider, on va dire. J'ai eu des posts, j'ai posté plein de choses, c'est vrai, sur Facebook, qui, du coup, ne peut pas aller dans le sens pour soulever mon travail. Ouais, mais je pense que, parce que moi j'ai vu ça, je sais, je pense que tu es quelqu'un d'un peu, Lamine cache un peu. T'aimes pas, t'aimes bien dire les choses telles que tu les ressens.
Ouais, j'aime bien dire les choses telles que je les ressens. J'aime pas blesser. J'ai des mots peut-être des fois qui sont durs. Je sais pas pour blesser. C'est pas une vérité parce qu'il y a plusieurs vérités. Enfin, il y a plusieurs points de vue, on va dire. Mais il y a des choses qu'on peut pas, comment dire, on peut pas les détourner. Je veux dire, un vol, c'est un vol. Un mal, c'est un mal. Je te fais mal, je t'ai fait mal. Je peux pas me dire que je t'ai fait mal et en même temps je t'ai fait du bien. Oui. Bon, donc il y a des choses comme ça où je suis très cash là-dessus parce que aussi c'est mon métier, je suis réalisateur. Je suis pas là pour essayer d'embellir. Je suis là pour exposer des choses telles qu'elles sont. Et moi, je dois pas interférer là-dedans. Voilà. Oui, c'est pour ça que j'expliquais qui vous étiez, parce que pour justement expliquer quelle était comment le réseau de travail. Et donc, parlez-moi de la résilience. Pourquoi la résilience? Parce que c'est, effectivement, c'est le mot-clé d'une société. Hein. Ouais, c'est clair. Donc, pourquoi vous avez pris ce mot-clé, la résilience? Qu'est-ce qu'on laisse pas? Pourquoi vous avez fait ce film là-dessus? Ben, la résilience, en fait, parce que j'étais parti, c'était parce que par rapport à la compagnie où j'étais, Dorine Arbib, qui avait fait un spectacle sur l'exil, m'a demandé de faire je sais même pas comment dire le mot, c'est un reportage en fait sur l'exil, voilà, tout simplement. Et il fallait que je traite l'exil. Mais l'exil, en cherchant les définitions, il y avait plein de mots qui sont venus interférer dans mon jugement, comme l'immigration, réfugiés, tout ça. Donc, mais là où j'étais un petit peu je veux dire, où j'étais un petit peu embêté pour pouvoir traiter le sujet, c'était les mots étaient presque la même chose. Réfugiés étaient presque pour moi des synonymes. Donc je me suis dit, comment je vais traiter un sujet sur l'exil, sachant qu'il y a des réfugiés, c'est pas trop la même avec l'immigration et tout ça. Ouais. Donc, il me fallait un support. Il me fallait que je m'appuie sur quelque chose qui va du coup, me faire parler de l'universalité, qui va me faire parler de l'ensemble de la population, de l'humanité. Donc il me fallait quelque chose de fort. Et la résilience, c'est très fort. Et la résilience, c'était fort, parce que la résilience, c'est la résonne, et c'est la résonance, et c'est la résistance à un choc. Ben oui. Donc, c'est ce qui protège l'humanité des dérives. Des dérives, et qui fait que quand aussi on va très très mal, ou quand on est au plus bas dans l'adversité, on rebondit. Donc pour moi, ces exilés-là, ces réfugiés et ces migrants, pour moi, étaient des résilients, des héros. Je n'ai pas voulu montrer ces personnes-là comme des gens qui étaient des miséreux. Voilà, j'ai voulu les montrer comme des héros, comme des gens qui se sont battus. Parce que se battre, laisser sa famille, peu importe la raison, ça peut être pour la guerre, ça peut être pour... mais c'est difficile de se déraciner quand même. Hein. Ouais. Ou parce qu'il n'y a plus de boulot chez soi, donc on est obligé d'aller ailleurs. Tout à fait. Peu importe. Pour moi, c'est une forme d'héroïsme. Ben ce mot-là m'a permis de pouvoir faire de leur sujet. Voilà. C'est tout. Mais je trouve que vous en parlez bien, c'est pour ça que je pense que j'invite les gens à aller regarder ce court-métrage qui est Résilience, et parce que je sais que c'est aussi votre engagement. D'ailleurs, dans vos engagements, vous avez aussi créé une entreprise d'insertion, je crois, en son temps. J'ai monté une association d'insertion, parce que tout bêtement, parce que j'en suis un. J'étais un jeune qui sort d'insertion. J'avais pas de qualification quand je suis sorti de l'école élémentaire. Donc il me fallait quelque chose. C'était soit je faisais ça, ou soit j'étais devenu un grand délinquant. Mais pendant combien de temps? C'est ça la question. C'est ça la question. Parce que la tentation, elle est forte. Et couper les liens et les lianes du milieu d'où on venait, bon, c'est pas facile. Donc il fallait faire un gros travail sur soi pour pouvoir inverser justement. Et c'est bien que vous disiez ça, parce que peut-être le message qu'on veut passer aussi aux jeunes qui nous regardent, il y a beaucoup de jeunes qui vous disent de toute façon j'ai pas d'avenir, donc je vais essayer de vivre le maximum vite et prendre le maximum, parce que je sais qu'il n'y a pas d'avenir. Comment se fait-il que les gens qui perdent l'espoir, alors que quand on fait un film sur la résilience, on leur montre justement qu'on est des héros. D'ailleurs on en voit des héros, il en manque en ce moment quand on voit comment on traite les migrants. Bon là apparemment ils vont prendre un peu peut-être des mesures pour mieux les traiter, mais c'est quoi comment on peut expliquer aux gens, leur dire qu'il faut qu'ils gardent l'espoir et qu'ils essaient d'aller au bout de leurs rêves aussi? Je pense que le problème chez les jeunes, pourquoi ils n'ont plus d'espoir, c'est... on va pas tout refaire là, ce qui se passe dans la société, mais je veux dire que les influenceurs, ils sont
Ils sont pas visibles, mais ils sont présents. Et puis des fois, il y a comment on appelle ça, des virus. C'est-à-dire qu'on envoie des mots à la télé, des trucs, dans tous les médias qu'on peut entendre, et tous les supports médiatiques qu'on peut entendre, que ce soit la radio, la télé. Et des fois, ça vient empêcher aussi les gens, donc ça influence les gens. Et puis il y a aussi le fait qu'il n'y a pas de gens qui viennent de nos milieux qui portent cette chose, parce que c'est vrai que ça fait peur, parce que c'est vrai que quand on commence à émerger un petit peu et à grandir un petit peu et à réussir, on va dire, on nous voit un petit peu plus dans les médias, les trucs, c'est vrai que la banlieue, enfin les quartiers populaires ont une tendance à vouloir à attendre quelque chose de cette personne. Et souvent, ce qu'ils font les gens, non, moi je suis pas le porte-parole. Je veux pas être porte-parole. Donc en fait, tout le monde se décline. Donc du coup, les repères, il y en a pas beaucoup. Donc ceux qui acceptent, en tout cas, sont stigmatisés. Et puis ceux qui en jouent, c'est ceux qui jouent de la violence, de la misère des quartiers pour pouvoir il y en a qui en jouent pour en vivre aussi, qui veulent parler. Il y a des gens aussi qui s'introduisent porte-parole des quartiers juste pour en vivre. Ben oui, parce qu'il y a cette vieille, cette vieille recette, c'est-à-dire que la délinquance, le banditisme fascine un petit peu aussi les médias, fascine les jeunes. Donc il y a cette limite-là qui est souvent transgressée. Donc forcément, des fois, ça fait pas un bon cocktail, tu vois. Donc, mais c'est plus l'identification en fait, et puis aussi l'acceptation. Dans ce pays, il faut dire la vérité, c'est-à-dire. Donc là, vous êtes en train de me dire, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, dans les médias, les grands médias et tout ça, on voit très peu de référents positifs. On leur donne pas la parole, quand on les voit pas, on amène les gens pour renforcer les stigmates la plupart du temps. On veut pas affronter en France les vraies raisons de pourquoi il y a des minorités visibles, invisibles. Ça veut dire qu'on peut pas être dupe. C'est-à-dire que le problème, c'est que les gens se taisent. Se taisent pourquoi? Se taisent parce qu'ils ne veulent pas avoir de représailles financières ou par rapport à leur travail. On sait qu'on va les traquer, qu'on peut aller les embêter individuellement dans leur vie parce qu'ils ont dit tel ou tel propos, ou les bloquer parce qu'ils ont dit ça, ils ne passent plus à telle chaîne. Bon. Donc on est dans un truc hypocrite. Et alors que normalement on parle de liberté d'expression. Hein? Alors que normalement il prône la liberté d'expression. Oui, mais la liberté d'expression, ça veut dire qu'on sait que toute vérité n'est pas bonne à dire, on le sait ça. Après, alors, on essaie de trouver comment on appelle ça, formules qui des formules par l'humour. Bon, moi, franchement, je te dis franchement, depuis ces 15 dernières années, tout passe que par l'humour. C'est pas possible. Il y a des sujets qui sont trop sérieux. On ne peut pas faire que passer tout par l'humour, même s'il faut rigoler dans la vie. Mais c'est devenu quelque chose de forcé, d'obligatoire. Il faut forcément, si tu parles de tel sujet, il ne faut pas que ça soit tragique, il ne faut pas que... Bon. Mais on voit bien aujourd'hui, d'ailleurs, les humoristes utilisent les sujets de prédiction des humoristes, ils arrivent à les scènes, tout ça, ils montent grâce à la banlieue, parce que ils peuvent dire des choses, et c'est sous le ton de l'humour, et ça amuse un peu les gens, mais est-ce que c'est pas léger? Est-ce qu'il n'y a pas une limite à ça aussi? Bah, je trouve que c'est un petit peu servir ceux qui n'ont pas envie d'entendre le vrai discours, d'entendre que dans ces quartiers, il faut y faire quelque chose. Voilà, pour moi, je parle de mes amis, je dis qu'on est tous français. Mais quand je veux, je dis mes amis français blancs, mes amis français noirs, mes amis français arabes, je parle comme ça, moi. Quand je veux parler de... Et puis je dis à mes amis français blancs que si on ne s'attaque pas au quartier, concrètement, mais vraiment, ça veut dire, on met un petit pansement, non. On s'attaque vraiment au quartier. Ce qu'on entend, ce que les gens entendent au milieu de la France, c'est-à-dire au centre de la France, en bas de la France, la région parisienne ça pète, on entend il y a 10 ans c'était de la délinquance, aujourd'hui c'est le terrorisme, ça va pas finir. On veut pas traiter le sujet de fond. On veut pas. Donc tant qu'on va pas traiter le sujet de fond, l'urbanisme, la sécurité, et ceci et cela, je veux dire, on va toujours tourner autour du pot. Donc vous, dans votre entreprise d'association, parce que comme les émissions à touche à sa fin, et c'est toujours un plaisir de t'écouter, Lawine, mais dans l'entreprise d'association, tu t'occupes des jeunes de quelle ville? Vous faites sur quoi? C'est de l'association par quel biais? Vous utilisez quels moyens? Par l'audiovisuel. Voilà, j'essaie d'utiliser l'audiovisuel pour... comme levier de démonstration, d'éducation. Pour donner envie, pour la confiance en soi, parce que c'est un outil qui peut donner aussi la confiance en soi, et pour aussi promouvoir aussi les jeunes qui ont envie de faire ces métiers-là, toucher à ces métiers, et qui le font. Parce que ça peut être aussi des jeunes qui sont en BTS, qui sont en master, qui peuvent venir dans ma structure parce qu'ils cherchent une formation.
et pour boucler leur fin d'année ou pas, et parce qu'ils cherchent un stage, et je les prends aussi en stage pour les former. Parce que bon, cette bouteille, voilà, ça fait des années que... Ah oui, ça fait des années, oui, je sais. Et donc la structure, elle est où à la Champigny, la ministère, donc, rejoint à la Champigny. Donc les gens peuvent passer par... ils peuvent vous contacter directement, ils peuvent... s'ils ont besoin Aréimage, l'association Aréimage sur Facebook. Aréimage, oui, sur Facebook. On a aussi un YouTube, Aréimage. Aréimage, voilà, parce qu'ils font aussi des petites réalisations. J'ai vu qu'il y avait des choses intéressantes qui étaient faites. Hein. Donc les gens peuvent aller suivre. Comment on peut retrouver votre travail, Lamine? On peut me trouver sur YouTube. Ouais, d'accord. Ils tapent Lamine Camara ou Aréimage. Aréimage aussi, parce que c'est là où j'ai le plus créé de vidéos. Voilà, j'ai fait pas mal de courts-métrages avec les écoles Champigny. J'ai participé à pas mal de... J'ai même fait un festival de hip-hop, j'ai même fait un festival sur l'Ebola. Enfin, je sais bien que vous êtes très engagé. Ouais, justement, c'est pour ça que vous êtes, on n'en a pas, là on va comme ça touche. Ouais, vous êtes très engagé sur l'Afrique, Lamine. Aussi. Ça vous tient dans à les cœur. Quartiers, l'Afrique. Avant de dire l'Afrique, c'est plus les quartiers d'abord, parce que les quartiers, c'est le terrain que je connais le mieux. Les quartiers dans le monde, quoi. Mais vous ouvrez au monde, quoi. Ouais, voilà, je m'ouvre au monde parce que je sais que mon histoire, elle ressemble à beaucoup de gens. Et il y a beaucoup de jeunes, et il y a beaucoup de même moins jeunes. Je sais qu'elle touche, donc j'essaie d'aller là où je peux, parce que bon, il y a aussi le temps, donc il faut que... Il faut du temps pour pouvoir construire, oui, bien construire, sûr. Hein, vous construisez, vous êtes ambassadeur. Ça fait longtemps que vous êtes déjà sur le terrain. Ça fait combien d'années maintenant, Franchement, ça fait presque 20 ans. 20 ans que vous êtes là-dessus. Déjà sur l'associatif, et j'étais déjà un artiste de musique. De hip-hop, vous avez un groupe de rap, vous avez joué avec, enfin vous avez chanté avec pas mal de gens aussi, non? Pas mal de gens qui sont connus. Qui sont connus, de quelques noms, ça c'est pour les gens qui nous regardent. Il y a eu le 113, il y a eu Rof, il y a eu Sefiu, il y a eu pas mal de monde. Vous les connaissez, vous êtes très engagés. Section d'assaut, Mafia Cafri, non? Ouais, la Mafia Cafri qu'on côtoie. Pour le Val-de-Marne. C'est parce que pour le Val-de-Marne, on est obligé de citer la Mafia Cafri. On est obligé de citer la Mafia Cafri parce que pour moi, ça reste quand même le groupe numéro 1 du Val-de-Marne. La référence. La référence. Personne, je pense, même si on a fait des choses, mais je pense que personne ne pourra faire vraiment... parce qu'ils ont vraiment marqué le fer. Voilà, et puis c'est vrai qu'ils avaient réussi à fédérer l'Afrique. Ce qu'il y avait Rimka, il y avait d'autres. C'est-à-dire que là, on était vraiment... C'était l'Afrique, parce qu'il n'y avait pas le Maghreb d'un côté, l'Afrique subsaharienne, ou l'Afrique de l'Ouest, c'était vraiment l'Afrique, le continent, quoi. Ils sont, pour la plupart, restés tous toujours les mêmes. Et d'ailleurs, je les félicite pour ça, ils le savent. Il n'y a pas de langue de bois à faire. Ça a fait du bien. Ça a fait du bien. Après, eux, ils ont été limités dans le sens où je pense qu'ils n'ont pas... le succès, il les a dépassés. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas prévu ça, je pense. Et c'est des mecs de quartier, on est dans la spontanéité, on est dans la sincérité, donc le temps qu'ils se rendent compte que ça avait bougé. C'est pas fini, ils sont encore jeunes, donc je les invite encore à faire plein de choses. Et voilà, pour Rimka, pour Mokobe, que je vois souvent, AP et tout ça, voilà. Je me souviens que je l'ai vu tout jeune, quand on allait à Toulouse et tout, comme ça, il se rappelle, on a l'occasion de saluer quelqu'un à Toulouse qui faisait beaucoup de concerts, où il les faisait venir, Ali, qui est décédé. Et c'est vrai que c'était, heureusement qu'il y a quand même tous ces gens qui font tourner tout ça, qui font bouger les choses. Bien sûr, c'est sûr. Ils sont là, ils font des choses, ils parlent pas beaucoup. Ça veut dire que des fois, ils font pas tout le temps des interviews, mais en tout cas, ils prônent toujours... comme Kerry James d'ailleurs, qui défend l'anticolonialisme, le fascisme, ça c'est des gens qui sont engagés là-dessus, c'est un vrai engagement, c'est un vrai engagement pas d'Africain, quoi. Clair. Il sait pourquoi il le fait, il sait que parce que les quartiers, ils brûlent. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui fait, sincèrement, on le sent de façon il est obligé de faire du boucan, de faire un petit peu d'être médiatique, mais on voit que derrière, c'est pour quand même une cause juste. Alors, Lamine, si vous aviez un message à faire passer là, ce soir, là, c'est l'histoire de ta fin, avant de saluer nos téléspectatrices et téléspectateurs, c'est quoi le message que vous avez envie de faire passer ce soir? De se battre, de croire toujours en ses rêves, et de ne pas se laisser marcher dessus, de continuer à croire en l'amour, et il faut la paix. Beaucoup de paix. Toute paix. Merci Lamine d'avoir été avec nous. En tous les cas, je sais que c'est plus difficile. Vous êtes
plus à l'aise derrière la caméra. Aujourd'hui, vous êtes devant. Je sais que c'était un exercice difficile. C'est pour ça que je te remercie de l'avoir fait. Et je trouve que la sincérité qui te caractérise toujours un peu le franc-parler, ça aussi, ça fait du bien. Et je sais que les gens qui vont nous regarder, effectivement, qui nous regardent, vont effectivement te découvrir et apprécier le travail que tu fais et ton engagement. Merci Labine. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Et rendez-vous vendredi prochain à 20h sur Beurre FM TV. Bonsoir à toutes et à tous.